vous avez une augmentation du prix des actifs. C'est-à-dire, vous n'avez pas une augmentation de la vie bien sûr. quotidienne des gens, mais vous avez l'immobilier qui augmente, vous avez la bourse qui va augmenter, et puis vous avez des actifs bizarres qui augmentent avec une volatilité très forte. C'est-à-dire, je parlais de l'or, et puis je ne suis pas très porté sur l'histoire du Bitcoin, mais enfin quand même, le Bitcoin était à 125 000 $. C'est ça. Et là, il est à moins de 60. Ouais, c'est ça. Ouais, et il est en train de descendre sous 60. Exactement. Bon, ça, de toute façon, c'est la pyramide de Ponzi la plus, Oui, ça c'est la plus acceptée au monde. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du live de TV Finance. Nous sommes le mardi 9 juin 2026 et je suis ravi, comme à mon habitude, de vous retrouver pour cette nouvelle heure de décryptage, d'analyse, d'essayer de vous offrir les meilleures clés de compréhension pour décortiquer un monde qui file à 1000 à l'heure, un monde face auquel les paradigmes s'effritent les uns après les autres. Et pour cela, eh bien, il est nécessaire, on pense, d'avoir un maximum d'explications. Et pour ce faire, eh bien, on s'appuie sur un réseau très dense d'experts dont fait partie, et j'en suis ravi et très fier, monsieur Jean-Marc Daniel. Bonjour. Bonjour. Monsieur Daniel, bonjour Jean-Marc. Vous êtes économiste, vous êtes professeur émérite à l'ESCP. Vous êtes également, quand cela vous chante, comédien. Oui, d'une certaine façon. Oui, je fais une causerie, ça s'appelle causerie, au Théâtre de Poche, qui est à côté de la gare Montparnasse. À côté de la gare Montparnasse, vous me confiez, juste avant qu'on prenne l'antenne, que la saison était finie, mais peut-être qu'elle redébutera, qu'elle recommencera la saison prochaine. Nous verrons. Là, maintenant, les amoureux de théâtre vont tous se précipiter à Avignon. Donc, voilà. Alors, après Avignon, on verra. Eh bien, après Avignon, nous verrons. Jean-Marc Daniel, on a préparé un petit peu votre interview hier. Entre-temps, il y a une nouvelle qui est tombée ce matin. C'est un think tank norvégien qui publie chaque année un chiffre dramatique qui est de dire il n'y a jamais eu autant de conflits armés dans le monde qu'en 2025. 65, ils en ont ressenti, ils en ont recensé. Comment un économiste comme vous le perçoit, le travail et l'analyse? Écoutez, je ferai là comme ça à chaud 3 remarques. La première remarque, c'est qu'il faut voir quelle définition il donne au conflit. C'est-à-dire que vous avez des guerres ouvertes, des guerres déclarées qui sont assez peu nombreuses. Et puis vous avez effectivement des affrontements qui relèvent assez souvent, quand on regarde un peu, d'une forme de guerre civile, c'est-à-dire des enjeux où il y a des pays qui se déchirent. La deuxième remarque que je ferai, c'est qu'il fut une époque où effectivement le monde était régulé par la guerre froide. Dans tous les pays, il y avait un parti communiste qui était totalement rattaché à Moscou et qui entretenait effectivement un affrontement larvé au sein de la population. Et puis il y avait en face l'ambassade américaine, des agents de la CIA qui essayaient de contenir l'action de ce parti communiste. Et tout ça faisait qu'il y avait une forme de paix qui était établie. C'était sur la dissuasion, sur le fait que les grandes puissances savaient que le conflit ultime était impossible. Et donc, il y avait une espèce de jeu qui était un jeu assez contrôlé. Et la puissance rivale des États-Unis actuelle, c'est-à-dire la Chine, n'est pas dans la capacité de s'affirmer comme grande puissance. C'est un grand mythe, la Chine, pour moi. Une sorte de sino-béatitude qui consiste à être fasciné par la Chine. Or, la Chine est confrontée à son vieillissement. Comme en Europe. C'est un pays occidental comme un autre. Exactement. Sur les difficultés de régler ses problèmes internes, il y a quand même beaucoup de militaires qui ont été éliminés par l'équipe au pouvoir actuel. Donc il y a des problèmes internes. Et donc la Chine ne s'affirme pas véritablement comme une puissance en capacité de véritablement jouer un rôle mondial dans la situation actuelle. C'est vrai, même s'il semblerait quand même qu'elle ait réussi à réguler les prix du pétrole en ne se ruant pas sur les marchés pétroliers quand même. Oui, alors c'est là le troisième élément, c'est que l'impact économique de ces conflits est relativement modéré, c'est-à-dire on n'en voit pas les conséquences exactement sur la croissance, sachant qu'il y a quelques conflits phares auxquels tout le monde semble attaché, entre guillemets, tout le monde regarde ça, c'est l'Ukraine, le Proche-Orient, et accessoirement ce qui peut se passer autour de Taïwan. Parce que c'est proche de chez nous. Parce que c'est proche de chez nous, et puis vous avez une montée autour de Proche-Orient, en particulier idéologique, dans lequel vous avez des enjeux internes, c'est-à-dire que le conflit du Proche-Orient est vécu aussi par tout un tas de gens comme un moyen d'affirmer un message politique. Personne ne s'intéresse à ce qui se passe au Soudan. Personne ne s'intéresse à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il vient d'y avoir des élections au Pérou
Mais tout le monde dit, écoutez, vous n'êtes pas capable de citer trois dirigeants chinois, c'est le grand texte. Mais est-ce que les Français sont capables de citer 3 dirigeants allemands déjà, alors que ce serait effectivement beaucoup plus important pour nous, parce que c'est un pays qui compte pour nous plus que la Chine. Et est-ce que les gens qui aborderaient dans la rue, on leur demandant qui vient de gagner les élections au Pérou, personne n'est capable de répondre, je pense. Et en Colombie, l'extrême droite qui va peut-être passer, du coup, il y a un basculement quand même. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que l'Amérique latine était devenue un peu la référence d'une certaine forme de gauche, d'une forme de marxisme un peu folklorique. C'était quand même le leader Maximo, avec une propension à s'exprimer très longuement, à faire des discours, à faire des grandes envolées lyriques, qui étaient pas véritablement conforme à ce qu'avait été la révolution bolchevique dans son temps. Mais or, ces pays basculent progressivement vers des régimes à droite, voire à l'extrême droite. Alors, l'exemple typique qu'on met souvent en avant, c'est l'Argentine, avec cette volonté de se débarrasser. C'est-à-dire, le grand discours, c'est on change tout, on repart à zéro. Et puis, on a vu la même situation en Bolivie. Là, on vient de voir la situation au Pérou. Ce qui va se passer probablement en Colombie. Ce qui s'est passé aussi au Chili. Il n'y a qu'au Mexique où il y a encore... Est-ce que les élections présidentielles sont passées déjà? Sont passées. Il y a encore... Bon, je ne parle pas du Venezuela, qui est une dictature dans laquelle voilà, les États-Unis se sont impliqués de façon très, très directe. Donc, la seule façon dont on pourrait considérer que tous ces conflits ont une véritable incidence sur notre vie quotidienne, c'est effectivement le prix du pétrole. Et en ce sens, le conflit au Proche-Orient, mais aussi ce qui s'est passé en Ukraine, qui avait modifié la répartition du pétrole, qui avait touché un grand producteur de pétrole, qui est la Russie. Or, ce prix du pétrole augmente pas significativement. Pourquoi il n'arrive pas à passer les $100, justement? Je pense qu'il y a 2 raisons qui jouent. La première raison, c'est qu'il y a beaucoup plus de producteurs de pétrole qu'il y avait. Les Américains. Il y a les Américains, les Canadiens. Quand on regarde les grands producteurs de pétrole, maintenant, c'est les Américains, les Canadiens. Bon, le Venezuela qui était effectivement un grand producteur de pétrole pas de très bonne qualité. Puis on voit apparaître des pays qui sont des pays africains et qui disent nous, on ne jouera pas la règle du jeu qui consiste à produire le moins possible pour maintenir les prix. Nous, on veut produire et avoir des prix parce qu'on a besoin de cette ressource pour assurer notre développement. C'est le cas de même le Sénégal qui, en ce moment, va devenir un des figures de proue de l'équipe française au travers de la Coupe de football. Le Sénégal est devenu un producteur de pétrole. Donc, et la deuxième raison, c'est que je pense que la discipline qui avait été imposée par l'OPEP dans les années 70 explose littéralement. L'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis qui sont sortis le 28 avril dernier du cartel. Du cartel en tant que tel. Et donc, on rentre de nouveau dans une règle du jeu où la concurrence, dans une situation où de nouveaux intervenants arrivent, va faire baisser probablement même le prix du pétrole. Alors justement, je vais revenir sur notre interview un peu pêle-mêle, mais donc le sujet c'est les télécoms en France, qui est donc le secteur qui se concentre justement. Vous disiez que le cartel de l'OPEP a explosé, mais donc ça va faire baisser les prix. En France, les télécoms, a priori, la guerre des prix c'est fini, on va payer encore plus cher? Oui, alors c'est pas fini, parce que normalement, il y a quand même une autorité de la concurrence. On a vu un certain nombre de décisions qui ont été prises par 3 opérateurs pour digérer le 4e et faire disparaître le 4e. Je rappelle qu'au moment de la campagne présidentielle de 2012, Arnaud Montebourg, qui était un soutien de François Hollande, avait dans un discours fait une déclaration que je trouvais assez pertinente. Il disait Nicolas Sarkozy se vante d'avoir fait progresser le pouvoir d'achat des Français, mais Xavier Niel a fait beaucoup plus pour le pouvoir d'achat des Français que Nicolas Sarkozy. Pourquoi? Parce qu'il avait introduit un 4e opérateur sur les télécoms, et cette concurrence avait fait baisser les prix. Si symétriquement vous restreignez la concurrence, la menace mathématiquement vous allez avoir sinon une hausse, du moins un maintien des prix. Et ce qu'il y a de frappant, c'est quand même que non seulement les 3 opérateurs qui vont rester sont Bouygues, Free, Orange. Les 3 opérateurs sont moins nombreux, mais surtout ils s'entendent entre eux, puisqu'ils se sont déjà partagés le gâteau. Exactement. Et donc, le gâteau, c'est SFR, oui. La situation maintenant, c'est que va dire l'autorité de la concurrence. Donc, ils ont des juristes qui vont qui réfléchissent à tout ça, et en économie, c'est assez simple. Plus il y a d'intervenants, mieux ça vaut. Alors, il y a une limite. C'est-à-dire, si vous avez une infinité d'intervenants, c'est absolument ingérable. Donc, il y a un nombre optimal, mais le nombre optimal est certainement supérieur dans les télécoms à 3, même si un des grands discours de l'Europe, c'est de dire on manque de champions,
C'est un discours assez récurrent. Il faut arrêter d'être obsédé par le consommateur, il faut réfléchir au producteur, il faut faire en sorte que nous C'est un bon discours, ça, non? Non, pas du tout. Parce que le but de l'économie, c'est pas le producteur, le but de l'économie, c'est le consommateur. Le but de l'économie, c'est notre pouvoir d'achat. On ne peut pas à la fois se présenter devant les électeurs en disant ma priorité, c'est le pouvoir d'achat. J'ai bien compris que c'était l'enjeu. Et leur dire, mais de toute façon, on va tout faire pour qu'il y ait des cartels, du protectionnisme, des ententes, faire en sorte que la concurrence ne joue pas. Mais alors justement, vous dites le consommateur, le pouvoir d'achat qui augmente un petit peu en Europe, les salaires qui augmentent un petit peu en Europe, la BCE qui augmente ses taux, c'est le bon moment, vous pensez? Non, je pense qu'il va augmenter probablement. Qui menace d'augmenter ses taux. Alors ces taux seront, je rappelle... c'est jeudi. C'est 2,15 pour le refit, qui est le taux normalement de référence. Et puis maintenant, dans la structure financière actuelle, on utilise aussi beaucoup comme référence le taux de dépôt. Exactement, c'est le taux de dépôt dont on parle. Oui, qui est à 2%. Alors ça provient du changement du type de relation qui s'est noué entre la Banque centrale et les banques commerciales. Normalement, la BCE, elle est supposée réagir parce qu'il y aurait de l'inflation. Donc, j'ai déjà eu l'occasion sur ce plateau de dire qu'il n'y a pas d'inflation, il y a une hausse des prix. Alors, ça peut paraître subtil. Ouais, expliquez-nous un petit peu, s'il vous plaît. Ça peut être un peu byzantin comme argument. On ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Donc, l'inflation, normalement, c'est quand la hausse des prix est générale et durable, d'après la définition. Alors que là, c'est focalisé, concentré sur l'énergie. Alors, c'est focalisé sur l'énergie et ce n'est pas durable, puisqu'on le disait à l'instant, le prix du pétrole se maintient et stagne aux alentours de $100 le baril. Et donc, dans les chiffres qui vont venir, même, il va contribuer à la désinflation. C'est à partir du moment où il est stable sur les 6 prochains mois, et donc il va contribuer plutôt à de la désinflation, si on reprend l'expression d'inflation. Donc, il n'y a pas de hausse durable, il n'y a pas de hausse générale. Et d'autre part, les raisons pour lesquelles ces hausses peuvent intervenir, il y a deux raisons. La première, c'est une création excessive de monnaie. Or, cette création excessive de monnaie... Elle va se restreindre, a priori. La Fed qui dit qu'elle va réduire la taille de son bilan. Non, voilà. Et surtout, quand on regarde les résultats liés à ces hausses de cette augmentation de la quantité de crédit, donc la quantité de monnaie, ça se traduit surtout par des hausses d'actifs. C'est-à-dire pas de hausse des prix. D'une certaine façon. Oui, l'investissement, ou alors le prix de l'or augmente, l'immobilier augmente, mais pas le prix à la consommation qui sert d'indicateur. Le prix à la consommation, les prix à la consommation, ce sont les indicateurs qui servent pour les banques centrales à déterminer ce qu'est l'inflation. Et la deuxième raison, ce serait une boucle prix-salaire, c'est-à-dire une augmentation systématique des salaires. Or, on l'a dit, les salaires augmentent un peu, le pouvoir d'achat augmente un peu. Par la force des choses. Les syndicats qui étaient restés dans leurs petits chaussons jusqu'à maintenant commencent à négocier un petit peu les prix, les salaires. Alors, ils essaient d'obtenir des augmentations de salaires. Pour l'instant, celles-ci sont véritablement contenues et sont absorbées par les gains de productivité. Même si les gains de productivité sont faibles, on est quand même dans une logique où les salaires répercutent des gains de productivité. L'enjeu à moyen terme, ça va être quels vont être ces gains de productivité. Et moi, je pense qu'ils vont être énormes pour deux raisons. Dans les pays occidentaux développés avec l'introduction de l'intelligence artificielle, ou alors c'est un fiasco complet. Mais bon, pour l'instant, on peut considérer que ça ne l'est pas. Et puis, il y a tout un Pourquoi ce serait un fiasco ? Ce serait un fiasco parce que le service que l'on attend, l'intelligence artificielle, ne serait pas au rendez-vous. Grosso modo, l'intelligence artificielle, ça consiste à réunir, collecter des informations avec un coût largement inférieur à celui que représente la collecte par des individus, mais ça suppose qu'il y ait une qualité de l'information qui soit garantie. Et donc, si on arrive à découvrir qu'on multiplie ce qu'on appelle les fake news, on multiplie les contre-vérités, on multiplie les approximations, on multiplie... À ce moment-là, il y a un travail de vérification qui va considérablement réduire l'intérêt de l'intelligence artificielle et les bénéfices qu'on peut en tirer. Puis il y a un deuxième facteur qui joue, c'est l'introduction sur le marché du travail au niveau mondial d'une masse considérable de paysans indiens, africains. Ça, c'est votre rengaine d'une certaine façon. Ah oui, ça c'est mon obsession. L'économie mondiale dépend maintenant du paysan indien. Mais totalement. Mais on est la vitesse à laquelle il va rentrer dans des usines. Et parce qu'il va rentrer dans des usines. Mais complètement. Mais donc du coup, à la force des choses, il faut multiplier les accords bilatéraux, je dirais d'une certaine façon, ou multilatéraux avec l'Inde, notamment. Ah oui, absolument. Il faut aller voir vers
L'Inde, les pays qui vont avoir plus de croissance cette année, qui vont avoir plus de 6% de croissance cette année, c'est l'Inde, l'Indonésie et la Côte d'Ivoire. Donc il faut aller voir ces pays-là. Mais ça pays-là. va s'arrêter, peut-être, non? Mais si l'intelligence artificielle arrive, ce sont des terres d'ingénieurs quand même. Ce sont des terres d'ingénieurs, mais il reste des fonctions qui vont être nécessairement accomplies par des hommes. Les algorithmes. Et puis, une fois qu'ils seront dans les usines, qu'ils auront commencé à produire, ils vont être à la fois des producteurs et aussi des consommateurs. Ne l'oublions jamais. Oui, c'est ça. Le but de l'économie, c'est de faire du paysan indien un producteur et aussi quelqu'un dont l'amélioration du niveau de vie se traduit par des débouchés pour les Occidentaux. Et c'est tout le problème de l'intelligence artificielle qui va remplacer les cols blancs, comme vous l'avez dit à un instant. Et les cols blancs, pour l'instant, sont ceux qui ont un pouvoir d'achat le plus... le plus important. Oui, mais je pense qu'ils vont se tourner vers d'autres types de métiers. Alors, je pense, une de mes idées, enfin, je ne suis pas le seul à dire ça, c'est qu'on va on parlait du spectacle, du théâtre. On va vers une société du spectacle qui avait déjà été anticipée dans les années 70, une société de la relation humaine, une société où l'échange, il y aura des éléments objectifs qui seront réalisés par... la comptabilité sera faite par l'IA. Mais on parlait du théâtre, de même qu'on annonçait dans les années 30-40 que le cinéma allait tuer le théâtre a continué à vivre parce qu'il y a à un moment donné un besoin de contact humain. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que le vieillissement de la population dans les pays occidentaux va faire émerger ce qu'on appelle la silver economy. Pareil, votre rengaine, monsieur Daniel, la silver economy. Mais alors justement, j'ai la chance de vous recevoir régulièrement maintenant et franchement, merci beaucoup. Mais donc, ça m'amène des idées. C'est une bonne chose, alors. C'est une bonne chose, vous me faites phosphorer, merci beaucoup. Peut-on parler de gérontocratie, en fait? Non, je ne pense pas. Au détriment de l'investissement vers les jeunes générations. On pense notamment à l'immobilier, on pense à l'éducation. Non, je ne pense pas qu'on puisse parler ni de gérontocratie, ni de xénocratie, parce qu'on accuse aussi les immigrés de jouer un rôle, ni de plutocratie, c'est-à-dire les riches qui imposeraient leur modèle. Leur modèle. Non, je pense qu'effectivement, il y a une partie de la population qui est devenue une population âgée, et le poids des retraites a tendance à s'augmenter. Et je ferai par rapport à ça 3 remarques. La première remarque, c'est que les retraites ne sont plus indexées sur la croissance économique, mais uniquement sur les prix. Il n'y a plus de croissance, de toute façon. Un peu. Et quand vous regardez, finalement, vous avez une sorte de marginalisation de cette population, qui est une marginalisation... De quoi? Des retraités et des retraités. Marginalisation des retraités, vous prenez quelqu'un qui a pris sa retraite en 1993, par exemple, arrivé en fin de vie. Pourquoi je dis 1993? Parce que c'est le moment où on indexe les retraites sur les prix. Okay. Et à l'époque, quand il prend sa retraite, le SMIC est à 8,40 €. Aujourd'hui, il est à 12 €, mais lui, il a exactement la même retraite en pouvoir d'achat. Alors que les 8,40 €, c'est les 8,40 € en pouvoir d'achat. Tout ça est en pouvoir d'achat. Donc, les salaires... Oui, mais il a de l'actif. Il a des appartements, il a des terrains, il a acheté à 1 000 € du mètre carré à Paris. Enfin... Alors après, vous avez effectivement, le deuxième élément, c'est l'épargne. C'est-à-dire, il a épargné. Et donc, est-ce que cette épargne a bien été utilisée? Alors, il y a une partie de cette épargne qui manque, en fait. Cette épargne, à l'économie. À l'économie, parce qu'elle a été investie dans la dette publique, beaucoup. Et cette dette publique, elle a été utilisée, non pas pour préparer l'avenir, mais pour maintenir non seulement son niveau de vie juste du retraité, mais aussi pour faire augmenter le pouvoir d'achat des salariés. Le problème de l'économie, c'est pas qu'on a maintenu le pouvoir d'achat des retraités, c'est qu'on a donné du pouvoir d'achat aux salariés sans avoir en retour la quantité et la qualité de travail correspondantes. La productivité est stagnante. Et la productivité est stagnante. La durée du temps de travail est une des plus faibles d'Europe. Et donc, et avec comme conséquence qu'effectivement, l'épargne est détournée vers la dépense publique. C'est-à-dire, on a énormément de dépenses publiques qui maintiennent le pouvoir d'achat, avec comme conséquence d'ailleurs que, comme il n'y a pas assez de travail en regard, ça fait du déficit extérieur. Donc, c'est pas les vieux qui sont à l'origine de ça, c'est le fait qu'on ne travaille pas assez. Alors, on peut travailler plus en reportant l'âge de départ à la retraite à 67 ans, ce que propose le Conseil d'orientation des retraites. Mais on peut travailler quand même. On peut travailler plus en augmentant les 35 heures, en passant à 38, 39, 40 heures. On peut travailler. C'est déjà le cas. Vous savez, quand on signe un contrat de travail, en général, on tourne plus ou moins les 40 heures, les 35 heures. Et puis, on peut travailler plus en rentrant plus tôt sur le marché du travail. Mais je crois qu'il y a un problème global, non pas de vieux, mais de quantité de travail. Et la troisième remarque que je ferai, c'est qu'il ne faut pas se faire d'illusions.
indépendamment du pouvoir qu'on leur attribue, ils seront là, les vieux. Donc, le Bien sûr, véritable enjeu. et d'une certaine façon, ce sont eux qui consomment, j'ai l'impression. Alors, ils consomment, mais encore une fois, la consommation, c'est un objectif, c'est pas un moyen. Et donc, le véritable problème, c'est qu'ils consomment, mais c'est pas eux qui consomment le plus, parce que, encore une fois, c'est pas eux qui ont le pouvoir d'achat le plus important. C'est qui? C'est les actifs. C'est les actifs jeunes. Écoutez, franchement, 30-35. quand vous regardez la situation du pays, les retraites, c'est 14% des revenus, et les retraités, c'est 25% de la population. Donc, ils n'ont pas... Bon. Le véritable problème, encore une fois, c'est l'absence de production en regard de cette consommation. Et donc, il faut produire plus. Exactement, Et donc travailler plus. Mais d'un autre côté, comment est-ce que vous voulez travailler plus quand on n'a aucune visibilité? Il y a quelques années, l'objectif des entreprises, c'était de dégager de la rentabilité. Aujourd'hui, on a l'impression que les entreprises, leur objectif, c'est d'essayer de ne pas se faire matcher, je dirais, d'une certaine façon, par un environnement géopolitique incertain, par une intelligence artificielle qui arrive sur le marché, qui est en train de tout est-ce que les entreprises de demain ne seront pas celles qui dégageront pas de rentabilité, mais au contraire celles qui arriveront à osciller dans un univers totalement incertain, en fait? Donc, je pense que les entreprises de demain, d'abord, il faudra qu'elles aillent chercher, quand elles auront de la main-d'œuvre, l'endroit où elle est. Donc, soit on augmente la quantité de travail localement, soit on va chercher le paysan indien, c'est-à-dire on investit à Mais il faut Mumbai. former le paysan indien. Mais c'est les Indiens le forment. De toute façon, les Indiens ont bien compris qu'ils ne peuvent pas le laisser dans sa campagne. Bien sûr. Parce que Et puis là, oui, bien sûr. s'il reste dans sa campagne, il peut devenir en plus un danger politique. On parlait de conflit. Il y a eu aussi des affrontements à l'intérieur de la Fédération Modi indienne. qui a perdu un petit peu qui perd du terrain. Oui, absolument. Donc il faut aller chercher du travail à la fois en Occident, en Europe, en France surtout, et puis il faut aller chercher du travail aussi dans les pays qui sont en train d'émerger. Et le deuxième élément, c'est que toutes les réformes qui sont en cours autour de l'intelligence artificielle vont avoir une conséquence, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'inflation, va avoir une conséquence de baisser les prix. C'est-à-dire que dans les années 60-70, quand on faisait des gains de productivité, on augmentait les salaires. Aujourd'hui, quand on fait des gains de productivité, on baisse les prix. Et donc, les entreprises sont obligés d'avoir une réflexion sur une logique de déflation et non plus une logique d'inflation. Justement. Alors, c'est hyper intéressant ce que vous dites, donc, parce qu'il y a quand même un discours et une question qui se pose régulièrement depuis quelques années, 3, 4, 5 ans, c'est l'objectif d'inflation des banques centrales, 2%. Tout le monde, beaucoup d'économistes, d'observateurs expliquent que c'est un objectif qui n'est plus d'actualité, finalement, par la force des choses. Ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, elles ont raison. C'est que l'objectif de 3% dont tout le monde parle, il a peu de sens dans la mesure où, demain, avec l'intelligence artificielle, eh bien, on sera dans un monde déflationniste. Donc, la cible de 2% a tout son sens aujourd'hui. C'est-à-dire que la cible de 2%, quand même à une certaine époque, Olivier Blanchard, quand il était à la tête des études économiques du FMI, avait proposé pour alléger la dette. C'est une façon d'alléger la dette. C'est l'euthanasie des rentiers. On fait de l'inflation et on détruit comme ça. On déclare que le détenteur de dette publique est un rentier. Et comme ça, on détruit son patrimoine. Mais le constat que l'on fait, c'est que on n'est pas en capacité de générer cette inflation. C'est ce que je disais. Parce que pas de croissance, c'est pour ça ou... Non, parce que quand vous augmentez la quantité de monnaie en circulation, ce qui était le fondement même du raisonnement monétariste et qui consiste à dire, vous augmentez la quantité de monnaie en circulation, vous aurez mathématiquement soit de la croissance, soit de l'inflation. Or, vous avez une augmentation du prix des actifs, c'est-à-dire vous n'avez pas une augmentation de la vie quotidienne des gens, et vous avez l'immobilier qui augmente, vous avez la bourse qui va augmenter, et puis vous avez des actifs bizarres qui augmentent avec une volatilité très forte. C'est-à-dire, je parlais de l'or, et puis je ne suis pas très, très porté sur l'histoire du Bitcoin, mais enfin quand même, le Bitcoin était à 125 000 $. C'est ça, et là il est moins de 60, c'est ça. Et il est en train de descendre sous 60. Exactement. Bon, ça de toute façon, c'est la pyramide de Ponzi la plus, oui, ça, c'est la plus acceptée au monde. Ça, c'est un autre sujet, Jean-Marc Daniel. Kevin Warsh, qui est complètement monétariste justement, qui dans ses dernières interviews nous expliquait qu'effectivement, il fallait réduire la masse monétaire pour contenir l'inflation. C'est une bonne chose. Ça va un peu à l'encontre des desiderata de son patron. Oui, alors son patron, lui, ce qu'il veut, c'est des taux d'intérêt les plus bas possibles. Exactement. Pourquoi ces taux d'intérêt les plus bas possibles? Parce que l'État américain est très endetté. Exactement. Mais Kevin Warsh qui dit je vais réduire la taille de mon bilan, du bilan de la Banque centrale américaine. Mathématiquement, quand on réduit la taille du bilan, les taux augmentent in fine. Les entreprises
qui vont se substituer à l'État pour acheter de la dette américaine vont demander un rendement un peu plus élevé, et donc elles vont le répercuter. Ça dépend du comportement des banques, parce qu'il faut bien voir que ce qui crée de la monnaie, c'est pas la banque centrale, ce sont les banques commerciales. Détenteurs de... exactement. Et donc, si les banques commerciales se tournent moins vers la banque centrale, pourquoi pas, si elles gardent en particulier les bons du Trésor. D'ailleurs, la réglementation bancaire américaine va dans ce sens-là, puisqu'on est en train de revoir à la baisse les ratios de solvabilité pour qu'elles puissent continuer. Mais ce qu'il y a d'important dans cette affaire, c'est encore une fois, la création de monnaie, elle repose sur les crédits. Et cette création de monnaie, que ce soit des crédits à l'État, ce sur quoi d'ailleurs insiste Donald Trump, c'est-à-dire Donald Trump, il faut qu'on continue à financer l'État à des taux d'intérêt très bas. C'est pour ça qu'il y a des pressions sur la Banque centrale, la Réserve fédérale, parce que la charge d'intérêt aux États-Unis, c'est 1000 milliards de dollars. C'est-à-dire, c'est énorme, c'est gigantesque. Le PIB, c'est combien On est aux alentours de 30 000 dollars. Ça reste phénoménal. Et ça reste phénoménal. Et donc, par rapport à ça, vous avez effectivement une sorte de volonté de l'État américain de faire en sorte que ça coûte le moins cher possible pour pouvoir continuer à dépenser, d'autant plus que le premier poste de dépense aux États-Unis, de très très loin, c'est le budget militaire. Donc vous avez un mécanisme dans lequel vous avez une dépense des intérêts qui ne sont pas immédiatement productifs et des militaires qui ne sont pas immédiatement productifs non plus. Donc vous avez une tension sur l'économie américaine qui est liée à cette utilisation peu efficace des dépenses publiques. Mais derrière tout ça, encore une fois, il y a cette idée que l'augmentation de la quantité de monnaie en circulation va toujours se traduire par une augmentation du PIB en valeur. Soit il augmente en volume, soit on crée de la richesse, soit on ne crée pas de richesse, mais c'est les prix qui augmentent. Or, ce n'est pas ce à quoi on assiste. Non. Et donc, les banques centrales vont être obligées de revoir à la fois leur logiciel et peut-être même leur mission. Parce qu'une banque centrale, ça n'a pas toujours été créé pour lutter contre l'inflation. Vous imaginez qu'une banque centrale au 19e siècle n'était pas là pour lutter contre l'inflation, il n'y avait pas d'inflation. Et elle ne savait même pas ce que c'était que l'inflation. Elle servait à quoi, alors ? Elle servait à garantir la solvabilité du système bancaire. Elle faisait en sorte que, quand une banque avait des problèmes, on aille la voir et puis on lui dise « Bon, mais je sauve les banques et pas les banquiers. » Et une banque du XVIIIe siècle, elle était là, une banque centrale, quand elles sont apparues, elle était là pour garantir la solvabilité de l'État. Elle allait voir ce que fait d'ailleurs maintenant aussi la Banque centrale. Elle allait voir les prêteurs, les banquiers qui avaient prêté à l'État, et leur disait « Écoutez, si vous avez un doute, vous êtes inquiet, si vous pensez que l'État va faire banqueroute, moi je rachète, je suis là et je prendrai la dette à votre place. » C'est un bon rôle, ça ? C'est un rôle qu'on a attribué en ce moment aux banques centrales. Oui, bien sûr. Mais... que le quantitative easing de Mario Draghi, ce que fait la Réserve fédérale des États-Unis. Quand l'actuel gouverneur, l'actuel président dit « j'arrête d'augmenter mon bilan », ça veut dire que je vais réduire la quantité de dette publique que je détiens. C'est une façon de dire à l'État, essayez d'emprunter moins. Donc c'est un bon message, finalement. C'est un message, oui, c'est un bon message. Il crée une sorte de rapport de force avec les banques, les fonds d'investissement et l'administration. Avec l'État. L'État, on ne peut pas continuer comme ça, il va falloir réduire votre déficit. Merci. Mais je vous en prie. Merci beaucoup, Jean-Marc Daniel, d'être avec nous régulièrement. Jean-Marc Daniel, vous êtes économiste, vous êtes professeur émérite à l'ESCP et également sur les planches quand la saison s'y prête. On verra. En tout cas, pour l'instant, tout le monde part à Avignon. Donc, exactement. Donc, on vous retrouvera à Avignon, vous y serez ? Oui, mais à titre privé. Ça, pas ni dans le in, ni dans le off. Écoutez, merci beaucoup, Jean-Marc Daniel. À très bientôt. On marque une courte page de publicité, puis on se retrouve dans un instant pour la suite de notre matinale. À tout de suite.